Forum Radio J, vous êtes l'invité. Aurore Berger, bonjour. Bonjour. 5 ans après les massacres de Charlie Hebdo et d'Hyper Cacher, c'est donc le retour de la terreur, de la barbarie islamiste. Et cette fois-ci, c'est donc l'école qui a été prise pour cible avec cette décapitation de Samuel Paty, ce professeur d'histoire d'un collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Et vous êtes d'ailleurs député des Yvelines. Comment, dans ce contexte, défendre l'école, la liberté d'enseigner, la liberté d'expression, la République et surtout en finir avec la lâcheté de ceux qui pactisent avec l'islamisme. Nous sommes en guerre, a annoncé Emmanuel Macron en mars pour sonner la mobilisation contre la pandémie. Comment afficher la maîtrise du danger sur les deux fronts, celui du terrorisme islamiste et celui de la crise sanitaire? Et puis aussi, quelles conséquences pour la présidentielle va-t-elle se jouer sur la gestion de la crise du Covid par le gouvernement ou sur les réponses apportées par le gouvernement au séparatisme et au terrorisme islamiste? Mais pour commencer, donc, Aurore Berger, comment réagissez-vous à cet acte barbare, à la décapitation de Samuel Paty, mort pour la liberté d'enseigner? Déjà, c'est pas la première fois qu'un enseignant dans notre pays est tué par le terrorisme islamiste. Ça avait été le cas lors des attentats de Toulouse, où des enfants avaient également été tués à bout portant au sein même d'une école. Il se trouve que là, on a un enseignant qui est décapité en plein jour et en pleine rue. Et qui plus est que ça fait suite à un cours qu'il a donné. Donc, pour la liberté d'enseigner, parce qu'il a osé enseigner la liberté d'expression, parce qu'il a osé montrer les caricatures de Mahomet, il a été décapité. Il a aussi subi un lynchage abominable sur les réseaux sociaux, lynchage de parents d'élèves qui l'ont pourchassé pendant plusieurs jours, qui ont appelé à son harcèlement, qui ont appelé à ce qu'il soit licencié. En clair, une fatwa contre lui, hein. Je sais pas si c'est une fatwa. Ce qui est certain, c'est qu'à minima, celles et ceux qui ont participé à ce lynchage public voulaient le harceler, voulaient qu'il se sente menacé. Il se sentait suffisamment en danger pour avoir porté plainte. Avec le soutien de la directrice de l'établissement, il est allé porter plainte. Et donc, moi, je considère que celles et ceux qui ont participé à ce lynchage public, qui ont dévoilé son identité, qui ont menti sur la manière avec laquelle les faits se sont déroulés, sont en partie responsables de ce qui s'est passé et de la décapitation qui a entraîné sa mort. Alors justement, on en parle de ces personnes qui l'ont poursuivi sur les réseaux sociaux et qui sont à l'origine, moi je parle de fatwa. Donc derrière la décapitation de Samuel Paty, il y a deux hommes, la fatwa de deux hommes, à travers leurs vidéos. D'abord un parent d'élève, Brahim Chnila, et aussi celle d'Abdelkrim Sefrioui, du Conseil des imams de France, fondateur du collectif pro-Hamas et antisémite Cheikh Yassine, proche aussi de Dieudonné et Fiché S. Ces deux hommes ont pu donc impunément lancer des appels à la vengeance contre Samuel Paty sur les réseaux sociaux sans qu'on n'en ait rien fait. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Plusieurs choses. Déjà, le procureur de la République a révélé qu'un certain nombre d'entre eux avaient été interpellés. Ces deux hommes sont en garde à vue. Oui. Ça démontre bien qu'évidemment c'est pris évidemment très au sérieux. On ne considère pas que le seul responsable des faits est celui qui a porté le coup fatal, mais qu'il y a toute une chaîne de responsabilités qu'il va falloir démontrer. Ensuite, ça pose plusieurs questions. Ça pose la question sur les réseaux sociaux. On a eu une réactivité importante des réseaux sociaux parce que quand l'individu qui a tué a publié sur les réseaux sociaux très vite, et heureusement l'image qu'il avait publiée a été supprimée, donc il y a eu cette réactivité, mais ça veut dire aussi qu'on a besoin d'une réactivité beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante, quand on a comme cela des appels à la haine et au lynchage public. Et puis, ça pose aussi la question des associations qui existent malheureusement et qui continuent à opérer dans notre pays, des associations antisionistes, des associations dites de lutte contre l'islamophobie, comme le CCIF, des associations qui prétendent avoir une vocation solidaire, de solidarité internationale, comme Baraka City. On a un vrai sujet, à la fois sur le financement de ces associations, d'où le projet de loi sur la lutte contre le séparatisme, parce qu'encore une fois, c'est d'abord une question de financement, leur capacité à agir, leur capacité à harceler judiciairement ceux qui sont les combattants de la laïcité. Ça passe aussi par des moyens colossaux qui sont mis à leur disposition et on doit pouvoir y mettre un terme. Alors vous parlez du CCIF, le parent d'élève Brahim Chnila avait sur sa vidéo appelé le CCIF le collectif contre l'islamophobie en France à la rescousse, lequel CCIF a reconnu avoir été saisi
par les parents d'élèves, par des parents d'élèves et notamment celui-ci. Et pour avoir dénoncé ce fait, Aurore Berger, le CCIF a annoncé vouloir porter plainte contre vous et Zineb El Razaoui. Comment vous réagissez à ça? C'est la tactique habituelle du CCIF, c'est-à-dire harceler judiciairement celles et ceux qui le combattent sur le terrain des idées, qui le combattent pour dénoncer ce qu'ils ont fait. Ça n'est pas un hasard si sur la quasi-totalité des posts sur les réseaux sociaux, soit des parents, soit de la mobilisation qui s'est suivie contre l'enseignant, il y avait systématiquement le contact du CCIF. Ils ne peuvent pas nier qu'ils étaient informés, ils ne se sont jamais désolidarisés. Vraisemblablement, ils ont même plutôt largement appuyé cette demande. On le voit régulièrement. Moi, je vois en fonction de certaines prises de position que j'avais pu avoir, qui sont uniquement des positions de rappel des valeurs républicaines qui sont les nôtres, des valeurs laïques qui sont les nôtres, où très vite, vous faites l'objet d'une mobilisation, d'une avalanche de mails, de menaces, d'intimidation. D'où ma question. Est-ce que, comme Manuel Valls, vous demandez, il l'a dit hier, vous demandez l'interdiction du CCIF? Je crois qu'on a deux sujets. On a un premier sujet, encore une fois, de financement de ces associations. Ces associations survivent parce qu'elles sont puissamment financées et vraisemblablement puissamment financées par l'étranger pour diffuser sur notre pays. Vous avez des éléments précis qui vont dans ce sens? En tout cas, encore une fois, c'est vraisemblable. Moi, j'attends qu'il y ait des éléments d'enquête qui puissent le démontrer et le prouver. Pour Baraka City, on sait les financements étrangers qui leur permettent aujourd'hui d'exister. Est-ce que des associations qui sont des associations à but de fait politique, d'islam politique, peuvent être financés sur notre sol par du financement étranger? Encore une fois, c'est dans le cadre de la loi sur le séparatisme, de lutte contre le séparatisme, c'est l'un des points que l'on veut interdire. Donc, Baraka City, CCIF, est-ce qu'il faut l'interdire? Je crois que les idéologies qu'il diffuse sont en tout point contraires avec la doctrine républicaine qui est la nôtre, mais je sais qu'il n'y aurait rien de pire que d'interdire des associations sur des prétextes juridiques qui seraient insuffisamment puissants pour ensuite être retoqués juridiquement. Donc il faut prendre toutes les précautions prêt. Moi, j'attends de voir. Ils me disent avoir porté plainte contre moi pour diffamation. Mon avocat, Patrick Lugman, se tient prêt. On est prêt à tout simplement aller en justice. Moi, je suis très à l'aise à l'idée de défendre face à la justice les valeurs républicaines et laïques qui sont les miennes. Alors, Aurore Berger, comme il y a 5 ans, donc après les massacres de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, on va manifester là dans quelques dizaines de minutes à Paris et dans les principales villes de France en mémoire de Samuel Paty. Pourtant, est-ce qu'on n'a pas perdu aujourd'hui l'esprit Charlie ? Le fait qu'un enseignant a été décapité pour justement avoir continué à exposer des caricatures montre bien qu'en tout cas, l'esprit Charlie, il n'a malheureusement jamais été partagé par 100% de la population. Et si on est lucide, malheureusement, au moment même des attentats de Charlie Hebdo, au moment de ces manifestations gigantesques auxquelles j'ai participé, auxquelles tant de Français ont participé, on avait bien vu que tous les Français n'étaient pas descendus dans la rue. On avait bien vu que dans un certain nombre d'établissements scolaires, les minutes de silence n'avaient pas pu être respectées par les étudiants. On nous avait rapporté des scènes de liesse qui pouvaient exister dans un certain nombre de nos quartiers. Donc, je crois qu'il y avait finalement cette volonté très puissante à l'époque d'unité nationale, d'union nationale, de concorde, de résistance collective. Et c'était nécessaire et c'était positif, mais je crois qu'elle masquait aussi, malheureusement, des disparités extrêmement puissantes dans l'appréciation des faits. Il y avait déjà des remarques sur « ils l'ont bien cherché finalement ». Et donc, malheureusement, ça s'est aggravé et ça s'est délité en 5 ans. Regardez le sondage récent qu'il y a eu de l'IFOP sur justement le rapport entre la jeunesse et la question de la laïcité et des caricatures. Plus vous êtes jeune dans ce pays, moins vous êtes à l'aise avec les caricatures. C'est la jeunesse de notre pays qui devrait encore plus nous bousculer, encore plus considérer qu'on peut tout montrer, qu'on peut avoir un droit absolu au blasphème, qu'on peut moquer les religions. Et c'est la jeunesse de notre pays qui s'en désolidarise le plus. C'est ça qui devrait nous alerter. À cause de quoi ? À cause de l'action des politiques, à cause de la politique menée depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, ou à cause de la non-réponse peut-être de la société, des intellectuels et de
la société dans son ensemble. À force peut-être d'une naïveté coupable que l'on a eue face à certaines idéologies, à force de lâcheté d'un certain nombre d'associations, de partis politiques qui ont tellement changé dans leur doctrine. Regardez, il suffit de prendre le parcours de Jean-Luc Mélenchon, qui était un laïc affirmé, un clerc républicain, même si c'était pas mes idées, mais clairement il était dans ce champ républicain très clair. Et regardez aujourd'hui qui sont ses alliés, qui sont ses députés. Quand Daniel Obono, Éric Coquerel sont en première ligne des manifestations dites de lutte contre l'islamophobie, on voit bien le délitement progressif d'une grande partie de la gauche. Alors je vois un ressaisissement, il faut être honnête aussi. Je vois bien qu'Olivier Faure est très clair sur ses principes républicains, et tant mieux. Je vois qu'Yannick Jadot est très clair, mais vous voyez bien à quel point en son sein chaque parti de gauche est divisé sur cette question-là, alors même que c'était une valeur cardinale et un combat initial de la gauche. Justement, par rapport à ces manifestations qui ont lieu cet après-midi, Jean-Luc Mélenchon, LFI, Éric Coquerel y seront. Est-ce que vous y serez? Moi, j'étais hier dans les Yvelines aux côtés des directeurs, directrices d'école, des enseignants, et nous avons eu des rassemblements spontanés, citoyens, et je crois qu'on avait besoin de se retrouver. Les gens avaient besoin de se parler après la sidération et le choc. Ils avaient besoin aussi de m'interpeller en tant que parlementaire, parce que ce qu'ils attendent, c'est pas une énième manifestation, c'est pas des énièmes banderoles, bougies ou fleurs, c'est d'avoir des actes très concret, à la fois la manière avec laquelle le parquet antiterroriste s'est saisi, et puis c'est que la loi qu'on souhaite faire adopter, eh bien, elle soit très claire, encore une fois, sur la réaffirmation des principes et sur les moyens opérationnels. Donc sur le rassemblement. Après, sur le rassemblement, moi j'étais aux côtés des Yvelinois hier, parce que c'est un choc terrible pour notre département, et je crois que c'était ma place d'être à leur côté. Je comprends que les gens souhaitent manifester aujourd'hui. Pour ma part, à titre très personnel, j'y serais pas. Pourquoi ? Tout simplement aussi parce que j'ai pas envie de participer à une manifestation aux côtés de personnes qui, pour moi, ont créé aussi un climat qui est favorable à ces idéologies, ou en tout cas ont cessé de les combattre. Vous pensez à qui? Vous pensez à Jean-Luc Mélenchon? Je pense en particulier à la France Insoumise, pas en particulier à Jean-Luc Mélenchon, mais plutôt à certaines personnes de son parti politique qui aujourd'hui en sont des porte-drapeaux. Qui, par exemple? Comme Éric Coquerel, comme Daniel Obono, où clairement on voit bien que le courant indigéniste qu'ils soutiennent, ce qu'ils soutiennent sur l'intersectionnalité des luttes, encore une fois, tout ce mélange idéologique, volontaire, toute cette confusion qui a été créée, toute cette confusion qui est entretenue sur les réseaux sociaux, on voit bien encore une fois que ça nourrit des idéologies qui sont mortifères. Et je préférais être hier aux côtés des citoyens de mon département qui ont été profondément et durablement marqué. Mon département, il avait aussi connu un attentat terrible, qui était l'attentat des policiers aux Mureaux, qui avaient été tués à leur domicile, directement chez eux, devant les yeux de leur enfant, qui était si jeune à l'époque. Donc vous savez, on est dans un département, les Yvelines, qui est malheureusement très fortement soumis à ces turbulences et à ces violences, et qui est très durablement marqué. Ça veut dire que LFI n'avait pas sa place dans cette manifestation, Moi, je crois que tous les citoyens ont leur place quand les citoyens sont sincères dans leurs demandes, mais je crois qu'il faut que chacun fasse un peu son examen de conscience par rapport à ce qui s'est passé, qu'on examine nos responsabilités toutes et tous sur la manière avec laquelle on a agi ou insuffisamment agi. Et encore une fois, on peut pas participer à une marche sur l'islamophobie et aujourd'hui considérer qu'on doit être dans cette marche-là. Il y a une incohérence manifeste. S'ils ne la voient pas ou s'ils font semblant de considérer que ces deux combats sont compatibles, non, on voit bien que ça n'est pas compatible et que malheureusement, encore une fois, ça nourrit des confusions qui sont insupportables aujourd'hui. Donc vous faites allusion à la marche contre l'islamophobie initiée par le CCIF, où l'on avait vu, au cours de cette marche, des manifestants brandir une étoile jaune. On avait vu notamment des manifestants brandir une étoile jaune, notamment Esther Benbassa malheureusement. On les avait vus comparer des faits qui sont évidemment incomparables. Dans notre pays, il n'y a aucune lutte contre les musulmans. Il y a une lutte qui existe et qui concerne aussi toute la communauté nationale et les musulmans de notre pays, qui est une lutte contre l'islamisme. Moi, je retiens aussi les propos du recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui a eu des propos
extrêmement puissant, extrêmement responsable. De Bordeaux, de celle de Nîmes. Exactement. Et là, je pense qu'il faut le dire. Il faut dire que nous avons besoin de tous les Français mobilisés dans cette lutte qui est une lutte contre le terrorisme. Ils cherchent évidemment à diviser. Il faut faire bloc face à cela. Ils cherchent à créer de la confusion dans nos esprits. Il faut faire bloc face à cela. Ils cherchent, encore une fois, à nous séparer les uns des autres, les croyants des non-croyants, les musulmans des catholiques, les hommes des femmes. Et c'est ça qu'on doit absolument avoir en tête et contre quoi il faut lutter au quotidien. Et donc, moi, je salue les propos du recteur de la Grande Mosquée de Paris parce que ce sont des propos extrêmement courageux qu'il a tenus et on a besoin, et républicains, mais parce que les musulmans dans notre pays sont évidemment des républicains. Ce qui s'est passé hier ne doit pas donner le sentiment qu'on serait en lutte contre les musulmans qui vivent leur foi comme la vivent les juifs, les catholiques, etc. Donc, encore une fois, il faut être très, très vigilant là-dessus. Par contre, quand on a une marche contre l'islamophobie, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un racisme d'État, c'est-à-dire qu'on considère que l'État cible les musulmans dans notre pays. Non. Nous avons une vision républicaine universaliste. C'est la meilleure garantie de la cohésion politique, nationale, sociale dans notre pays, cet universalisme. Et on ne peut pas retourner cet argument contre nous. Alors, parmi ceux qui seront à ces manifestations en la mémoire de Samuel Paty, il y a les Verts. Et je vous lis un extrait du communiqué des Verts publié hier. Donc, à Conflans-Sainte-Honorine, un professeur est mort dans l'exercice de ses fonctions, indique ce communiqué. Rien ne peut justifier un tel crime et toute la lumière doit être faite sur les motivations d'auteur. Mais précise ce communiqué, rien n'autorise non plus une instrumentalisation politique de cet acte visant à stigmatiser une partie de nos compatriotes musulmans ou à enfreindre nos libertés fondamentales. Et il continue, cette tragédie témoigne aussi d'une paupérisation du service public de l'enseignement qui laisse aujourd'hui les professeurs seuls garants des principes de la République. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais ce que j'en pense, c'est que c'est malheureusement l'ambiguïté d'Europe Écologie Les Verts. Et on voit bien les fractures qu'il y a en leur sein entre un Yannick Jadot et un Éric Piolle. Et on voit bien à quel point, à un moment, ce tiraillement républicain, il existe encore une fois au sein de la gauche. Ça n'est pas la paupérisation de l'éducation nationale. Déjà, elle n'existe pas. On n'a jamais autant renforcé les moyens de l'éducation nationale. On continue à recruter des enseignants. Jean-Michel Blanquer, il a fait du bien à l'éducation nationale. Il a changé profondément en interne la doctrine de l'éducation nationale. Avant, sur les atteintes quotidiennes, malheureusement, à la laïcité, le seul mot d'ordre qu'on donnait aux enseignants, c'était « faites pas de vagues, ne dites rien, ne faites pas remonter, mettez la poussière sous le tapis ». Jean-Michel Blanquer, il a changé la doctrine. Il a dit maintenant, dès qu'il y a la moindre atteinte au principe de laïcité, à nos principes républicains, je ne veux pas que les enseignants soient seuls. Je veux qu'on dise ce qui se passe. Je ne veux pas qu'on cache des rapports. François Fillon, en 2004, il a caché des rapports qui étaient essentiels notamment pourtant. Le rapport Aubin. Mais oui, et il a refusé la publication. François Fillon, à l'époque, puisqu'on les auditeurs qui nous écoutent, ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Éducation nationale, qui aujourd'hui essaye de revenir sur le devant de la scène politique à coup de tweets ou de communiqués de presse sur la question de la lutte contre l'islamisme. De fait, quand il était ministre de l'Éducation nationale, il a participé à cette dynamique qui était de dire aux enseignants, surtout, ne révélez pas ce qui se passe. Et Jean-Michel Blanquer, il a fait le choix inverse, qui est de dire maintenant, on va tout mettre sur la table et surtout, on ne peut pas laisser nos enseignants seuls. Ce que je retiens quand même dans ce qui s'est passé, dans ce drame absolu qui s'est passé, c'est que la directrice de l'établissement, elle est allée avec l'enseignant porter plainte. Elle ne lui a pas dit tais-toi. Elle lui a dit on va faire front et on va faire front ensemble. Elle est allée dans la classe avec lui pour dire clairement à un moment votre enseignant a fait ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, quand on voit les témoignages formidables aussi des collégiens qui se sont rassemblés à Conflans-Sainte-Honorine depuis ce drame, on voit bien aussi l'affection et l'admiration qu'ils portaient à leur enseignant et dont ils considèrent qu'il a juste fait son travail. Ils étaient fiers de l'avoir comme enseignant. On a eu malheureusement 3 élèves qui, pour certains d'entre eux, notamment pour une d'entre elles, n'étaient même pas dans la classe au moment des faits. La fille alors que c'est lui qui a jeté en pâture cet enseignant. Sa fille n'était même pas là au moment des faits. Alors, il y a les associations salafistes, Aurore Berger, il y a les associations liées aux frères musulmans qui participent à cette remise en cause des valeurs de la République. Et puis, il y a, on peut dire, les idiots
on peut les appeler ainsi, les idéaux utiles de l'islamisme, et on va citer l'un de ceux-là, Edoui Plenel, qui a parlé à propos de Charlie, de la guerre contre les musulmans. Puis il y a aussi des sociologues, des intellectuels, des experts, entre guillemets, qui tentent depuis des années d'expliquer le passage à l'acte terroriste par les manquements des pouvoirs successifs en matière de politique sociale ou de politique de la ville. Est-ce que c'est quoi? C'est de la naïveté, c'est de la lâcheté, c'est de la complicité? Je crois que c'est pas de la naïveté quand on s'appelle Edoui Plenel. Je crois qu'il est tout sauf naïf. Et je crois que la grande proximité qu'il a eue avec Tariq Ramadan ne démontre pas de la naïveté, mais démontre à minima de la complaisance. Une complaisance coupable vis-à-vis d'un homme dont, au-delà des faits qui lui sont reprochés et du comportement qu'il a eu vraisemblablement à l'égard d'un certain nombre de femmes dans notre pays, sont avant tout une idéologie extrêmement pernicieuse et dangereuse. Vous vous souvenez, je pense que beaucoup de Français se souviennent de ce passage, de ce moment de télévision où il faisait face à Nicolas Sarkozy, qui est l'un des rares à avoir eu la capacité d'ailleurs à lui faire dire ce qu'il était vraiment, où il n'était même pas en capacité de condamner la lapidation des femmes. C'est ça, Tariq Ramadan. Là, c'est quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Oui, on ne peut pas se compromettre. Quand on a le niveau intellectuel de quelqu'un comme Edoui Plenel, on ne peut pas se compromettre avec des hommes qui ont cette idéologie-là. C'est un complice, Edoui Plenel. Est-ce qu'il a mis de l'huile sur le feu? Est-ce qu'il a quelque part armé ces islamistes radicaux? En tout cas, il a fait preuve d'une grande et d'une trop grande complaisance. J'espère que ça changera. J'espère que ce qui s'est passé en vérité à Conflans-Sainte-Honorine, j'espère que le fait qu'un enseignant ait été touché en pleine rue, qu'il ait été décapité uniquement parce qu'il faisait son métier, parce qu'en fait c'est ça qu'on lui a reproché, c'est de faire son métier d'enseignant. J'espère que ça créera un vrai choc dans le pays et qui va être durable, que ça va permettre de réveiller les consciences. Je l'espère, je ne sais pas, je n'en ai aucune garantie, mais j'espère qu'au moins ça pourra servir à ça et que celles et ceux qui ont participé à ce délitement républicain, que celles et ceux qui ont participé à la diffusion de ces idées, à la diffusion de cette idéologie, à la complaisance que l'on a pu avoir, que certains ont pu avoir à l'égard de cette idéologie islamiste, eh bien, vont cesser et vont comprendre les conséquences majeures que ça emporte. Après, là où il y a un sujet évidemment sur les quartiers, c'est que quand la République recule dans les quartiers, alors évidemment, c'est les islamistes qui progressent. Et ça, je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Pourquoi on a besoin d'avoir des services publics qui sont forts? Parce que quand l'État recule dans des quartiers, quand les forces de l'ordre ne sont plus suffisamment présentes, quand l'école ne fait plus suffisamment autorité, quand la réponse pénale n'est pas suffisamment puissante et donc que finalement vos forces de l'ordre, vous n'avez pas l'impression qu'elles peuvent agir réellement et donc à la fois elles ne vous protègent pas pour certains et vous n'avez pas l'impression qu'elles peuvent vous atteindre pour d'autres, alors on laisse gagner du terrain face aux islamistes. C'est pour ça qu'encore une fois, renforcer les services publics, la place des services publics, la place de l'école, la place de nos forces de l'ordre, la place de la justice dans notre pays, c'est aussi la place de la culture, c'est l'un des meilleurs leviers pour lutter contre la diffusion de l'islamisme. Alors, on attend pour le 9 décembre la présentation au Conseil des ministres du projet de loi sur le séparatisme ou de lutte contre le séparatisme, les séparatismes. On le saura un peu plus tard. Et pour la laïcité, est-ce qu'il faut avancer cette séquence? Écoutez, le projet de loi sur la lutte contre le séparatisme était prévu avant que cet attentat ait été perpétré. Pourquoi? Parce que ce sont des difficultés que l'on rencontre dans notre pays qui ne sont pas liées à un attentat aussi terrible soit-il. Ce qui signifie que c'est un travail au long cours qui a été fait et qui doit se poursuivre. Quand on parle de la lutte contre le financement étranger d'un certain nombre de nos structures, on voit bien encore une fois que c'est un travail au long cours qui doit être engagé. Quand on parle de la réaffirmation de nos principes républicains, quand on parle de la question du financement de nos associations, en particulier malheureusement les associations de soutien scolaire et les associations sportives, quand on parle de la lutte contre la déscolarisation, et encore une fois dans mon département, dans les Yvelines, on voit ce que ça génère. Dans mon département, nous avons aujourd'hui malheureusement une progression massive du nombre d'écoles hors contrat qui sont créées. On doit renforcer encore les moyens de contrôle sur les écoles hors contrat. Avancer ou pas? Honnêtement, je crois que c'est pas le sujet. Ouais. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a ce projet de loi qui existe, qui était engagé avant même que cet attentat existe, parce qu'encore une fois, on sait que la menace est présente et que pour lutter contre la menace terroriste, ça suppose d'avoir un arsenal extrêmement pointu de réaffirmation des principes républicains, de lutte sur les associations qui pourraient être finalement des faunées et des leviers de recrutement qui pourraient être financés par des financements étrangers,
qui pourraient être des leviers pour substituer des enfants à la vie républicaine. C'est ça qui se passe dans un certain nombre de nos quartiers. Quand on déscolarise, quand on met dans un certain nombre d'associations de soutien scolaire ou d'associations sportives qui n'en sont pas vraiment, quand on sépare les petits garçons des petites filles, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sépare dès le plus jeune âge les enfants, on les substitue à la République. Et donc quand on vous entend parler, cette loi, ça va être une loi essentiellement contre le séparatisme islamiste. Oui. Essentiellement ça, uniquement ça. Pas uniquement ça, parce que malheureusement, on l'a vu dans ce qui s'est passé notamment à Notre-Dame, on a eu aussi un certain nombre de faits dramatiques qui ne sont pas uniquement liés au séparatisme islamiste. Mais est-ce que notre plus grande menace est le séparatisme islamiste? La réponse, elle est oui. Nous sommes en guerre contre le séparatisme islamiste? Évidemment. En guerre. C'est pas nous qui avons d'ailleurs déclaré cette guerre. Elle nous a été déclarée à plusieurs reprises, malheureusement, sur notre sol. Et à chaque fois, ils ont ciblé ce qui représente l'identité de notre pays. La communauté juive a été ciblée, un prêtre a été ciblé, des citoyens qui étaient au théâtre, au concert ont été ciblés, les dessinateurs, des journalistes ont été ciblés, des policiers municipaux, un militaire. Donc à chaque fois, c'est l'identité de notre pays qui est attaquée volontairement. Ces victimes ne sont pas choisies au hasard. Elles ne sont jamais choisies au hasard. Et elles disent quelque chose de ce que l'on veut. C'est le fruit d'une idéologie, mais elles disent quelque chose de ce qu'ils veulent atteindre chez nous. Et c'est la raison pour laquelle cette résistance qu'on doit avoir, elle doit être extraordinairement solide et armée. Jean Castex, aujourd'hui dans le JDD, il n'exclut pas de compléter ce projet projet de loi sur le séparatisme ou contre le séparatisme. Quelle piste avez-vous en tête? Honnêtement, c'est trop tôt aujourd'hui pour vous répondre. Moi, Mais vous êtes présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée. Est-ce que vous-même avez des propositions à faire? Alors déjà, on en a une qui est une proposition de loi qui va être débattue dans quelques semaines à peine, qui est portée notamment par Jean-Michel Fauvergue et Alice Toureau sur les questions de sécurité du quotidien, sur comment on rend plus efficace le travail de la police municipale, sur la création d'une police municipale à Paris, puisque vous savez qu'il faut passer par la loi. Ça, c'est notre groupe qui va le porter. Et c'est des premiers jalons qui sont essentiels. On l'a vu d'ailleurs. Le maire de Conflans-Sainte-Honorine l'a dit, c'est grâce aux policiers municipaux que l'alerte a pu être donnée et que l'individu a pu être interpellé et neutralisé. Donc on voit qu'il y a en fait une continuité dans la sécurité dans notre pays, de la police municipale à la gendarmerie, à la police nationale, aux actions aussi de sécurité privée qui peuvent exister. Donc c'est tout ce continuum de sécurité qu'on veut porter. Et ça, c'est les députés de La République En Marche qui le portent dans quelques semaines à peine. Alors le terroriste qui a commis l'attentat il y a quelques semaines devant les anciens locaux de Charlie était pakistanais. Un jeune mineur isolé. Le tueur de Conflans était tchétchène. Faut-il revoir un certain nombre de politiques migratoires, comme l'a suggéré hier Manuel Valls, et comment ? Et dans quel sens? On les a déjà revus. On a renforcé très clairement les contrôles qui existent, notamment sur la question de l'asile politique. On sait bien, malheureusement, c'est la loi qu'on avait portée avec Gérard Collomb, que l'asile est dévoyé. Moi, je crois à la politique d'asile. Cette famille tchétchène, dont le tueur, ce tueur de Conflans, bénéficiait d'un statut de réfugié. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de dérive? Encore une fois, il y a des questions qui sont différentes. Et moi, je ne veux pas mélanger la politique d'immigration avec la lutte contre le terrorisme. Parce que je sais toutes les confusions volontaires que certains veulent générer à travers ça. Et je sais notamment ce que le Rassemblement national essaye derrière d'instiller dans notre pays. Et ça, en effet, ça viendrait aussi créer finalement une forme de séparatisme entre nous. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, cette personne qui a commis cet attentat, il est arrivé, il avait 6 ans sur notre territoire. Donc la question, c'est comment, entre ses 6 ans et ses 18 ans, comment il a été embrigadé, comment il a été formé, comment il a été radicalisé. Il n'est pas arrivé radicalisé à 6 ans sur notre sol. Et donc, encore une fois, il y a des sujets qui sont différents. Il y a d'abord, en effet, quand vous me parlez de la politique migratoire et de la politique d'immigration, oui, on a renforcé les contrôles de manière très claire pour qu'on ne puisse plus dans notre pays dévoyer l'asile. L'asile politique, c'est les chrétiens d'Orient qu'on a pu accueillir, c'est les Syriens qu'on a pu accueillir, c'est des femmes et des hommes qui ont fui des persécutions et notamment d'ailleurs qui ont fui des persécutions du terrorisme et du terrorisme islamiste de Daesh, oui. Et de Daesh
Daesh en particulier. Donc vous voyez bien que ce sont des personnes que nous avons secourues et sur lesquelles il est légitime que la France vienne à leur secours. Et puis, il y a, encore une fois, comment on arrive à lutter plus efficacement sur toutes les formes d'immigration illégale dans notre pays. Comment on renforce les contrôles, comment on renforce les coopérations avec les pays dont sont issues ces personnes. C'est ce qu'on a fait notamment au Niger, en particulier, qui est un pays dont les personnes ne sont pas forcément issues, mais qui est un pays de transit extrêmement puissant. Et on sait bien la fragilité extrême de ce pays en particulier, d'où les coopérations internationales qui sont renforcées. C'est, quand on parle d'immigration, la question aussi du regroupement familial et probablement... Ou des mineurs isolés aussi. Hein. Mais c'est deux sujets très différents. Mais c'est la question des mineurs isolés. La question qui se pose sur les mineurs isolés, c'est la capacité qu'on a... Hein, les chiffres, 2020, 40 000 mineurs isolés non accompagnés, donc accueillis en France. 2014, ils étaient 4 000 à être pris en charge. Oui, on a plusieurs questions qui se posent sur la question des mineurs isolés. On a d'abord la capacité à identifier ces personnes et à identifier notamment leur âge. Est-ce qu'ils sont réellement mineurs ou pas ? On a une grande difficulté à le faire parce qu'aujourd'hui, notamment les tests osseux sont vraisemblablement peu concluant sur ces questions-là. On a aussi, et je peux le comprendre, un certain nombre de médecins qui disent « Moi, je suis là pour soigner, je ne suis pas là pour enquêter. » Et pour sélectionner. Et quand on vient à l'hôpital, et ça, c'est l'honneur de la France, et je ne pense pas qu'il faille céder là-dessus, eh bien, en effet, on ne vous demande pas ni si vous êtes de nationalité française, ni si vous avez les moyens de payer. Et quand vous avez besoin d'être soigné, on vous soigne à l'hôpital public. Et ça, c'est l'honneur de la France. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être améliorées, mieux contrôlées et renforcées encore ? Oui. Mais il ne faut pas mélanger les deux sujets. Encore une fois, il n'est pas arrivé il y a 2 mois, il y a 3 mois, par une filière d'immigration illégale. Il est arrivé il y a 12 ans, quand il avait 6 ans. Alors, et avec sa famille. On avance. Il y a eu cette phrase forte d'Emmanuel Macron vendredi soir à Conflans. Ils ne passeront pas. Ce à quoi Marine Le Pen a répondu, ils sont déjà là. Peut-il y avoir un consensus, une concorde nationale sur ces dossiers de lutte contre le terrorisme islamiste et de lutte contre le séparatisme ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre déjà parce que je crois que tout le monde ne partage pas nos objectifs. C'est ce que nous avons dit déjà tout à l'heure dans cette interview. Je suis curieuse de savoir dans ce débat comment la France insoumise va se positionner. Est-ce qu'ils vont être pour ou contre l'interdiction des certificats de virginité? Moi, j'ai hâte qu'on vienne m'expliquer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale qu'on peut défendre le fait de délivrer un certificat de virginité à une jeune fille, ce qui veut dire qu'elle est dans une situation de détresse absolue, ce qui veut dire qu'elle va être mariée de force, qu'elle va donc subir des viols, parce que c'est ça, quand une jeune fille est renvoyée chez elle après la délivrance d'un certificat de virginité, c'est ça qui lui arrive. Donc moi, j'attends de savoir ce que sera l'attitude de la gauche sur ce sujet. Et puis après, j'ai peu d'espoir, en effet, d'une quelconque possibilité de concorde nationale avec l'extrême droite, dont l'objectif n'est pas que des solutions puissent émerger. L'objectif est de démontrer finalement que notre pays serait déjà complètement gangréné ou vérolé. Ça n'est pas le cas et ça ne doit pas l'être. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a dit ils ne passeront pas et ils ne passeront pas. Ça veut dire encore une fois qu'il faut se réinterroger à la racine, sur la racine du mal et sur la capacité d'infiltration de ces thèses. Et encore une fois, quand on parle de la lutte contre la déscolarisation, je crois et je persiste à penser que ça, c'est une réponse extrêmement puissante pour les générations qui viennent, parce que ça veut dire que les enfants ne seront plus substitués aux valeurs de la République. Alors, vous avez parlé de la gauche et les filles, de l'extrême droite, Marine Le Pen et le Front National, le Rassemblement National, puis aussi la droite, qui, à certains moments, est avec vous et à d'autres moments contre vous. Éric Ciotti considère que seul un référendum permettra, dit-il, de balayer les lâchetés, un référendum qui permettrait, selon lui, de contourner la censure par le Conseil constitutionnel d'une disposition votée par les députés visant à surveiller les détenus islamistes ou radicalisés à la sortie de prison. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Alors, la proposition de loi à laquelle il fait référence, c'est nous qui l'avons portée. C'est Yael Braun-Pivet, président de la commission des lois, qui l'a portée. C'est pas les Républicains qui l'ont portée. Censuré par le Conseil constitutionnel. Oui, mais ça veut dire... qu'il faut un référendum? Mais ça veut dire qu'on est dans un état de droit. Tout simplement. Et c'est pas la lutte contre le terrorisme islamiste qui doit nous faire sortir de l'état de droit. Ou alors, en effet, là, ils seront passés. Parce que si ça veut dire qu'on transforme notre pays et qu'on considère que le Conseil constitutionnel doit être balayé, que les règles juridiques dans notre pays doivent être balayées, alors je ne sais pas qui sera en capacité de faire respecter le droit. Ça veut dire que ça peut être modifié par une révision de la Constitution. Ça veut dire que ça peut être aussi modifié et on y travaille avec Yael Braun-Pivet de manière à trouver des solutions très concrètes. Qu'est-ce qui se passe? On sait qu'on va avoir malheureusement
malheureusement un certain nombre de personnes qui vont sortir de prison alors qu'ils avaient été condamnés justement pour des faits en lien avec le terrorisme. Je crois qu'on parle de 500 à 800 prisonniers ça pose qui plusieurs questions. Qui pourraient sortir. Ça pose d'abord la question de la réponse pénale dans notre pays. Et ça, c'est pas la loi. Ça, c'est une question, comme le prend à la racine le garde des Sceaux, de formation aussi des magistrats. Est-ce qu'il est normal, justifié, approprié, légitime? Est-ce que les Français peuvent comprendre que des personnes qui ont été condamnées, encore une fois, pour leur lien avec le terrorisme, puissent sortir si tôt? Donc ça, c'est d'abord la réponse pénale dans notre pays. On doit avoir une exemplarité dans la réponse pénale. Sinon, ça veut dire qu'on désarme nos forces de l'ordre. À quoi ça sert d'avoir des forces de l'ordre et de les renforcer si, encore une fois, la réponse pénale suite à une interpellation, une arrestation, une condamnation ne suit pas? Et ensuite, il y a les contrôles. Et ensuite, il y a en effet, une fois que ces personnes seront sorties, puisque certains finiront bien par sortir, oui, on doit avoir des contrôles extrêmement puissants. C'est ce que nous souhaitions. C'est-à-dire, nous souhaitions qu'ils puissent venir pointer 5 fois par semaine au commissariat. Nous souhaitions qu'ils puissent avoir un bracelet électronique. On doit, en effet, mettre sous surveillance ceux qui peuvent repasser à l'acte et être dangereux. Donc, nous allons reposer à nouveau une proposition de loi. Nous allons continuer à la porter. Nous allons trouver la bonne manière juridique de le faire pour protéger les Français. Et quand? Dans le cadre du projet de loi sur le séparatisme? Ça peut être dans le cadre du projet de loi sur la lutte contre le séparatisme, ça peut être dans le cadre d'une proposition de loi dédiée comme nous l'avons fait, mais moi je suis désolée, je comprends la volonté politique évidemment d'Éric Ciotti qui malheureusement fait des propositions de loi à chaque drame, considère qu'il faudrait une loi supplémentaire. Nous avons déjà travaillé sur ce sujet, ce ne sont pas les Républicains qui ont apporté des solutions sur cette question. Autre sujet, l'actualité de ce week-end elle est encore marquée par l'entrée en vigueur du couvre-feu. Que répondez-vous à ceux qui disent que le couvre-feu est un aveu d'échec 5 mois après le déconfinement? Et certains aussi disent que c'est attentatoire aux libertés. Ce qui est attentatoire à nos libertés, c'est de prendre le risque que des milliers de Français soient demain en service de réanimation et puissent décéder du Covid. Ça, c'est attentatoire à nos libertés, c'est qu'on ne protège pas suffisamment les Français. Et donc, il faut prendre les mesures qui sont les mesures les plus efficaces et les plus appropriées. On a autour de nous des pays qui ont procédé à des reconfinements partiels. On a un certain nombre de pays qui ont déjà, avant nous, en fonction de la propagation du virus, qui ont fermé les lieux culturels, les bars, les restaurants, tous les lieux qui, en fait, génèrent du brassage de population. Quel est le constat qu'on fait? Il est très clair, c'est que même si les Français ont particulièrement bien respecté les mesures sanitaires et les gestes barrières, quand on se retrouve dans une sphère familiale ou amicale le soir, eh bien ces gestes barrières, ils sont finalement abolis. Ils tombent pour des raisons évidentes. Et donc on a besoin de limiter au maximum les interactions sociales qui sont les nôtres. Quand on est sur son lieu de travail, on respecte les gestes barrières. Quand on est en open space, on porte un masque. Quand on se balade dans la rue, dans la plupart maintenant de nos villes, on porte un masque et on fait attention à nos interactions. Par contre, le soir, quand on va dîner chez des amis, quand on se retrouve en famille, on oublie malheureusement un peu trop ces gestes. Donc oui, le couvre-feu, il permet de limiter au maximum les interactions sociales au sein de la famille et entre amis. Et c'est grâce à ça qu'on pourra limiter la propagation du virus. Alors Emmanuel Macron considère qu'il va falloir vivre pendant des mois, notamment sans doute au moins jusqu'à l'été. Est-ce que ce virus et désormais donc le couvre-feu ne rendent pas la vie des Français impossible et change totalement la donne dans ce pays? Non, je ne crois pas que la vie des Français soit impossible. Je crois qu'en effet, elle est évidemment beaucoup plus complexe, mais je crois que tout le monde comprend, du moins je l'espère, que la principale préoccupation quand on est dans un état de droit et dans un état démocratique, c'est de protéger les gens et de protéger leur santé. Et encore une fois, je comprends que certains se disent finalement, moi je suis pas une population à risque, j'ai pas d'antécédents, j'ai pas un surpoids, je suis jeune. Oui, mais on peut être porteur sans le savoir, on peut être asymptomatique, on peut avoir envie de retrouver ses parents et ses grands-parents et de les serrer dans les bras, mais malheureusement, c'est pas comme ça qu'on les protégera. Et donc, encore une fois, il faut qu'on ait cette vigilance qui est une vigilance non seulement pour nous-mêmes, mais surtout pour les autres. On a besoin, là, de jouer collectif. Et j'entends les Français qui nous disent « Vous pouvez augmenter les capacités de lits en réanimation ». Oui, on peut le faire. Et on l'a fait. On est passé de 5 000 à 12 000 lits de réanimation en un temps record, avec un budget supplémentaire, évidemment. Mais précisément 5 800 lits propres en réanimation. Et avec surtout un effort considérable de nos soignants. Mais personne n'a intérêt à ce qu'on ait besoin d'autant de lits de réanimation. Parce que si demain, on a besoin d'autant de lits de réanimation, ça veut dire des personnes qui seront dans des états critiques. Ça veut dire des personnes qui seront intubées. La réanimation, c'est pas de la convalescence. La réanimation sont des personnes qui peuvent mourir, sont des personnes qui peuvent avoir des séquelles
durable tout au long de leur vie. Combien de personnes autour de nous, quand ils y sont passés, moi j'ai un de mes collègues qui a passé presque 4 mois entre le coma puis en réanimation. Il a des séquelles pour toute sa vie. On a des personnes qui ont eu des stades moins graves, mais qui ont perdu l'odorat depuis des mois, qui n'arrivent plus à courir. Donc cette maladie, c'est une maladie qui tue, c'est une maladie qui laisse des séquelles graves, c'est une maladie qui tue d'autant plus en fonction, encore une fois, de vos antécédents médicaux, de votre surpoids ou de votre âge. Et donc je crois qu'honnêtement, si pendant 4 ou 6 semaines, notre seule contrainte est de se dire qu'après 21 heures, on doit retrouver les nôtres, être chez soi, je crois que c'est une concession bien minime sur le risque de propagation du virus. Il nous reste 3-4 minutes avant la fin de cette émission, 3-4 questions. Roselyne Bachelot a plaidé en vain pour un assouplissement du couvre-feu au-delà de 21h en faveur des cinémas et des salles de spectacle. Est-ce que ce combat est définitivement perdu? Et puis, un certain nombre de secteurs sont en difficulté, luttent quelque part pour leur survie. Le secteur de la restauration, tout comme celui du tourisme, et puis donc on a parlé de celui de la culture. Comment on fait pour s'en sortir? Moi, c'est un combat que la ministre a mené et que j'ai partagé et porté aussi, Roselyne Bachelot. Je crois que c'était un combat de bon sens que de permettre en effet aux Français. Refusé par Jean Castex. Mais voilà, il a considéré qu'il fallait que les mêmes règles s'appliquent pour qu'elles soient plus simples aussi à mettre en œuvre. Mais moi, c'est vrai que je considérais qu'au-delà finalement d'un bien de première nécessité, qui est la culture, c'est d'autant plus dans une période de crise et de crise sanitaire, le fait d'aller au théâtre ou au cinéma, parce que ce sont des lieux extrêmement encadrés, ce sont des lieux où vous regardez dans une seule direction, ce sont des lieux où vous êtes masqué, ce sont des lieux où vous êtes à distance, où il y a des jauges restreintes, vous n'êtes pas dans la même configuration qu'un restaurant ou un bar, évidemment. Et alors, quand on sent que ce sont des secteurs en danger... C'est un secteur qui est en danger, le secteur culturel. Plus celui de la restauration, celui du tourisme. Le secteur culturel est probablement celui qui est le plus en danger, parce que les risques qu'il court, c'est un risque de disparition d'un certain nombre de nos artistes, d'un certain nombre de compagnies artistiques, d'un certain nombre de nos cinémas de quartier, nos cinémas de centre-ville. Donc ça veut dire que non seulement les dispositifs qui existent doivent continuer à exister pour ce secteur, mais qu'ils vont devoir être encore renforcés. On va avoir un nouveau budget, un budget rectificatif. Je souhaite qu'il y ait des mesures extrêmement puissantes de soutien, des mesures budgétaires de soutien au secteur. Mais c'est tout simplement soutenir le Centre national du cinéma pour soutenir nos salles de cinéma, nos producteurs, nos auteurs. C'est soutenir toute l'économie culturelle, c'est-à-dire les artistes, les compagnies artistiques. C'est non seulement soutenir les lieux, mais c'est soutenir les équipes artistiques, c'est soutenir les festivals, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui, sur notre territoire, font que nous avons l'identité qui est la nôtre, font que nous sommes fiers d'être français, participent à nos valeurs. On parlait des valeurs républicaines. Sans la culture, sans le livre, sans le théâtre, sans le cinéma, sans la danse, sans la musique, qu'est-ce que nous serions? Nous avons plus que jamais besoin de culture. Comment vous avez réagi à cette vidéo très offensive pour être mesurée contre le gouvernement de Fabrice Lucchini? Écoutez, chacun réagit comme il veut aussi dans une période qui est une période qui peut être et qui est extrêmement douloureuse. Moi, je suis au quotidien en lien avec les artistes. Je sais à quel point la période qu'on leur impose, qui nous est à tous imposée, mais qu'on leur impose à eux en particulier, elle est quasiment intenable. Et ça justifie encore une fois d'avoir un soutien extrêmement puissant de l'État. Et non seulement pour 2020, parce que les conséquences sur le monde culturel, c'est pas pour 2020 uniquement, ça va être pour 2021 et pour 2022. Et ça veut dire que sur ce secteur-là, il va falloir que l'État, il est au rendez-vous, mais qu'il soit encore plus au rendez-vous sur les années à venir. Alors la question se pose aussi d'un report ou non des élections régionales et départementales de mars prochain. Il faut dire d'ailleurs que la campagne est pour l'instant quasiment impossible. Quasiment impossible, mais a parfois débuté dans certaines régions. Ah oui, notamment avec les présidents sortants de région. Est-ce que vous souhaitez le report de ces élections? Est-ce que vous considérez que le report est inévitable? Je pense qu'il faudra l'évaluer en fonction du contexte sanitaire. Par contre, plusieurs choses. Un, il va falloir que les partis tous disent clairement les choses. Moi, j'ai pas envie de rejouer le match des municipales où on a Gérard Larcher un jour qui vous dit il faut maintenir coûte que coûte parce qu'il avait ses élections sénatoriales en jeu, et puis qui le lendemain dit comment avez-vous pu maintenir? Donc il va falloir de la transparence. Moi, j'attends que chaque parti soit très transparent sur ce qu'il souhaite et ce qu'il ne souhaite pas. Quand vous dites transparence, ça veut dire honnêteté? Honnêteté, transparence, dire aux Français clairement est-ce que oui ou non il faut un report, est-ce que oui ou non on sera finalement solidaire de la décision qui sera prise parce qu'on considère qu'elle sera prise sur des motifs qui sont des motifs sanitaires. Donc transparence et honnêteté de la part de l'ensemble des partis politiques et responsabilité de leur part. Et après, il faut à tout prix éviter d'avoir un premier tour qui soit découplé du second tour. On a bien vu les difficultés que ça posait, ce qui signifie qu'au moment où les élections régionales et départementales
départementales seront enclenchées. Il faut que les 2 tours puissent se tenir. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les décaler à juin, qu'il faut les décaler de quelques mois? Ça, encore une fois, il faut avoir les éléments très clairs sanitaires pour le permettre. Et il faut, encore une fois, que tous les partis disent clairement aux Français quelles sont leurs intentions sur ce sujet. Est-ce que vous envisagez que ces élections puissent avoir lieu après la présidentielle? Moi, j'envisage rien pour l'instant. Ce que je souhaite, c'est que ces élections puissent se tenir, qu'elles puissent se tenir pour favoriser la participation des Français. Les élections départementales, c'est toute la politique sociale, c'est la politique du handicap. Les élections régionales, c'est toute notre politique de transport et notre vie économique. Donc, ce sont des enjeux majeurs, d'autant plus en crise sanitaire. Il faut que les élections se tiennent, mais qu'elles se tiennent dans un contexte sanitaire raisonnable et responsable. Après les régionales, a priori, en tout cas, si elles ont lieu en mars ou avant la présidentielle dans 18 mois. La présidentielle va-t-elle se jouer sur la crise, la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement ou sur des questions plus régaliennes comme la sécurité, le séparatisme ou la lutte contre le terrorisme? Je crois que les deux seront d'égale importance. Il y aura évidemment la capacité que nous aurons eue à gérer, à juguler la crise sanitaire et à en juguler les conséquences économiques et sociales. On est le pays qui a le plus déployé de moyens et d'efforts pour accompagner les Français et soutenir l'emploi. Donc la question de l'emploi, elle sera évidemment, à mon avis, au cœur de la campagne présidentielle et les questions régaliennes, c'est-à-dire l'identité de notre pays. Dans quel pays nous voulons vivre? Je crois que la question de l'identité, la question des frontières, la question de notre rapport aux valeurs républicaines et à la laïcité sera et devra être au cœur de cette campagne. Donc ça va pas être très facile pour Emmanuel Macron? Je pense que ce sera facile pour personne. Je pense qu'on a un vrai sujet d'alerte aussi politique, qui est cette abstention qui monte. Et l'abstention, au moment des municipales, elle n'était pas uniquement due au Covid. Et donc, si on veut lutter contre l'abstention, il faut justement qu'on ait la capacité à faire campagne et à avoir des thèmes extrêmement clairs sur cette campagne. Et je crois que se dire que on va mener cette campagne à la fois sur le front de l'emploi, mais aussi sur l'identité qui sera celle de notre pays, je crois que ce sont des enjeux qui concernent tous les Français. Merci en tout cas, Aurore Berger, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. À dimanche prochain. Merci.